Déjà, merci beaucoup d'être ici avec moi, de m'accueillir. Merci à la conférence Normandie AI. C'est la première fois que je fais une conférence dans un cinéma comme ça, donc c'est assez cool, c'est un peu impressionnant. Et puis c'est la première fois que je viens à Rouen aussi. Donc voilà, j'ai l'occasion de voyager un petit peu grâce à ces conférences, donc c'est assez cool. Et pour répondre à cette question, eh bien, je vais vous emmener faire un petit voyage aussi dans l'espace et le temps. Je vais vous emmener à New York dans les années 80. Donc c'était une période d'effervescence créative, évidemment, voilà, qu'on a tous entendu parler. Et donc je vais vous emmener bien plus précisément dans une galerie d'art en 1985, la galerie de Tony Shafrazi à Chelsea, où a lieu cette exposition où Andy Warhol, donc, qui est au sommet de son art, il a 57 ans, il a révolutionné l'art moderne avec des processus industriels. Et il expose avec Jean-Michel Basquiat, qui a 25 ans, qui est la sensation un petit peu montante de New York à cette époque, qui vient du monde du graffiti, qui a un style beaucoup plus spontané, qui est beaucoup plus intuitif. Donc en fait, tous les opposent vraiment leur manière de travailler, ce qu'ils produisent, et en fait, ils exposent ensemble. Et moi, en fait, cette opposition, 40 ans plus tard, elle me fait un petit peu penser à ce qu'on est en train de vivre dans le développement logiciel, avec l'arrivée de ces IA génératives, où on a en fait du code assisté par IA, on a des équipes techniques de haut niveau qui sont en train d'intégrer justement toutes ces IA, un petit peu à la manière d'Andy Warhol. Je ne sais pas si vous connaissez Andy Warhol. Il avait un atelier qui s'appelait la Factory, dans lequel il avait plein d'assistants, d'assistantes, qui utilisaient des techniques très modernes à cette époque, en tout cas, de sérigraphie, de choses comme ça, pour produire de l'art en masse. C'est comme ça qu'ils ont un peu industrialisé la création artistique. Et en fait, on a maintenant aussi des équipes techniques dans des sociétés de services, dans des ESN, qui sont en train de travailler à intégrer des assistants IA dans des digital factories pour industrialiser la génération de code avec ces IA génératives. Et puis de l'autre côté, on a le vibe coding dont on va parler après. Sur ces équipes techniques, j'ai eu la chance d'intervenir à Rennes au mois de septembre avec Vincent de Palo IT, qui est une ESN que vous connaissez peut-être. Et eux, ils travaillent sur toutes ces choses-là intégrées. Ils ont fait toute une méthodologie qui s'appelle Genie2, où ils utilisent des agents dans des processus avec de la qualité, des choses comme ça. Ça, c'est le monde des développeurs qui s'emparent un petit peu de toutes ces nouvelles technologies. Il en parlera beaucoup mieux que moi, donc il y a un QR code, vous pouvez aller voir sa conférence. À la fin, de toute façon, je vous donnerai un QR code avec tous les slides, vous pourrez aller voir, parce que c'est un vaste sujet que j'essaie de couvrir aujourd'hui, et donc il y a plein de ressources que je vous donnerai pour aller un petit peu les explorer après. De la même manière, je vous invite aussi à aller voir cette conférence de Sébastien Stormac de chez AWS qui parle de l'impact de ces IA génératives sur le métier de développeur. J'aime bien cette citation. En fait, c'est pas, moi je suis d'accord, je ne pense pas que l'IA va remplacer les développeurs. Par contre, ça redéfinit ce métier, évidemment. Et donc, encore une fois, il en parle beaucoup mieux que moi. Moi, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on appelle le vibe coding. En fait, c'est l'usage de ces IA génératives par des gens non techniques, principalement. On va voir un peu les subtilités de tout ça. Un petit peu à la manière de Jean-Michel Basquiat, qui n'avait pas du tout les moyens d'Andy Warhol pour s'exprimer. Lui, quand il voulait s'exprimer, en fait, il prenait un pinceau. S'il avait une toile, c'était tant mieux. Des fois, c'était plutôt sur un mur ou alors sur une porte, sur tout ce qui lui passait sous la main. Mais l'important, c'est de pouvoir s'exprimer. Et donc, de la même manière, on a aujourd'hui des gens non techniques qui ont la capacité d'utiliser des outils de vibe coding pour générer du code. Et je pense que c'est une opportunité fantastique, et c'est ce que je vais essayer de vous présenter un petit peu plus dans cette conférence. Pour commencer, j'ai une petite histoire à vous raconter, évidemment. Donc j'ai mon ami Nicolas qui était à l'hôpital il n'y a pas très longtemps. Il a eu une petite fille et il était dans la salle de travail avec sa femme et il voulait utiliser un timer de contraction, un chronomètre pour contraction, vous imaginez ce que c'est. Il allait sur l'App Store avec son téléphone et puis en fait il n'a pas trouvé d'application qui lui permette de faire ça. C'est quand même pas un truc très compliqué à faire. Il ne trouvait pas de truc qui lui permette de faire ça sans avoir à se loguer, sans avoir des pubs, sans avoir à payer. Et donc en fait Nicolas il est DevRel chez Typeform, donc il connaît très bien l'écosystème de code, il est aussi dev depuis très longtemps. Et en fait il allait dans la salle d'attente, il a pris son téléphone, il allait sur un outil qui s'appelle Lovable et en 30 minutes il a fait un timer de contraction, pas de paywall, rien, il a partagé ça avec les gens qui ont envie de l'utiliser et il a pu résoudre un problème qu'il avait lui. Ça, c'est une recréation par IA, évidemment. Il n'a pas fait de photo à ce moment-là. Mais voilà, je me suis dit que ça valait le coup pour illustrer. Il a fait un post LinkedIn où il relate un petit peu cette histoire. Et en fait, il conclut en disant, voilà, ça c'est ma nouvelle définition du vibe coding.
faites des choses utiles où que vous soyez avec ce que vous avez sous la main. Je trouve que ça capture vraiment l'essence de l'opportunité que l'on a face à nous, qu'on soit développeur ou pas, mais pour résoudre des problèmes très rapidement. Alors il dit nouvelle définition. Pourquoi? Parce que, il y avait déjà une définition. Vous connaissez peut-être cette personne, Andrei Karpathy. C'est lui qui a inventé le terme vibe coding. Ça date de février 2025, donc c'est assez récent, ça fait à peu près un an. Andrei Karpathy, c'est quelqu'un de très important dans l'IA. C'était le directeur de l'autopilote chez Tesla. C'est un des membres fondateurs d'OpenAI. Donc c'est évidemment, vous l'imaginez, un développeur de très haut niveau. Et en fait, dans ce tweet, qui a été retweeté depuis des millions de fois, qui a vraiment beaucoup circulé, en fait, il évoque cette idée que le week-end, des fois, quand il a une idée, le soir ou quoi, en fait, lui qui s'est développé, des fois, il ouvre un outil comme Cursor, par exemple. Bon, je reparlerai un petit peu après. Et il va et il met ce qu'il veut faire. Il appuie tout le temps sur OK. Il relit jamais le code, bien qu'il en ait les capacités. Quand il y a un bug, il copie-colle, il s'embarrasse jamais. Et il s'en remet complètement à la machine, à l'IA pour faire ce qu'il veut faire. Et en fait, il appelle ça vibe coding dans ce tweet. Voilà, il exprime un petit peu aussi le plaisir qu'il a à ça. Il parle aussi des limites, évidemment, de ce que c'est. Je reviendrai là-dessus longuement. Mais voilà, je trouve que c'est très intéressant parce qu'il y a deux choses en fait à retenir là-dedans. C'est que déjà, ça veut dire qu'un développeur de très haut niveau, comme Andrei Karpathy, peut en fait décider de ne pas relire le code. Donc ça veut dire que les IA génératives, les modèles, les outils aussi, permettent de faire des choses qui sont suffisamment intéressantes pour qu'un développeur comme lui s'en serve et se dise que c'est correct. Et puis ça veut dire aussi que en fait, tous les gens, la majorité des gens sur Terre, 99,7% à peu près en général, la stat qu'on donne, ne savent pas coder, ne savent pas lire ou écrire du code. Donc ça veut dire qu'il y a une opportunité aussi que ces gens-là vont pouvoir utiliser ces outils. Mais donc, dernière chose, en fait, le vibe coding, finalement, c'est une posture. C'est pas une question d'être dev, pas dev, de savoir. C'est juste qu'il y a des gens, ils n'ont pas le choix que d'être des vibe codeurs parce qu'ils ne savent pas lire ou écrire du code. Mais si vous êtes dev, vous pouvez aussi faire du vibe coding si vous décidez de vous en remettre à la machine. Et encore une fois, évidemment, ça a plein de limites. Alors pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Pourquoi est-ce que c'est une opportunité? J'ai trouvé la réponse dans une conférence. C'est la dernière ressource que je vous partage. Parce que je ne vais pas faire toute la conférence comme ça, mais c'est une conférence qui m'a beaucoup éclairé. Parce qu'en fait, je pense que de toute façon, quand on utilise des IA génératives, on devrait absolument se poser la question de pourquoi est-ce qu'on les utiliserait. On le sait, ces IA, elles consomment énormément de ressources. Il y a une conférence d'ailleurs aujourd'hui aussi sur ce sujet qui sera probablement très intéressant d'aller voir. Il y a des sujets d'éthique, il y a des sujets beaucoup de ces modèles qui sont aux États-Unis, ça pose des questions. Il faut se poser la question. Maggie Appleton, dans cette conférence, en fait, elle parle de plein de choses intéressantes, mais elle introduit un concept qui m'a beaucoup parlé, qui m'a donné un peu une vision, qui m'a donné un peu un cap, c'est ce qu'elle appelle le home cooked software. Donc c'est du logiciel fait maison. Voilà, donc fait maison un peu par opposition, donc comme la nourriture fait maison par opposition avec la nourriture industrielle. On retrouve un petit peu aussi l'opposition entre Warhol et Basquiat, entre les approches. Et donc en fait, elle définit ça comme ça. C'est du logiciel fait amour et avec soin pour des gens que vous connaissez. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est pour des gens que vous connaissez. En fait, une des opportunités, à mon sens, du vibe coding, c'est de résoudre des problèmes qu'on a autour de nous. Peut-être que vous serez le seul utilisateur ou utilisatrice du logiciel que vous allez faire, et c'est OK parce que vous allez peut-être résoudre un problème que vous avez vraiment. Parce qu'il ne faut pas attendre des startups, des GAFAM, etc., de résoudre tous nos problèmes. Vous le savez, vous vous en doutez évidemment. Toutes ces startups, elles sont financées par des fonds d'investissement qui attendent des retours sur investissement, qui n'adressent que des problèmes qui touchent des millions, des milliards de personnes quand ils essayent de résoudre des problèmes. Donc voilà, je trouve que ça donne du sens à ce qu'on peut faire, et à partir de là, on peut un peu continuer. Alors moi, j'ai cofondé une communauté qui s'appelle la communauté No Code France il y a 6 ans maintenant, et donc je suis allé dans la communauté, sur le Slack de la communauté, j'ai demandé qu'est-ce que vous faites vous avec des outils de vibe coding. Et voici quelques-uns des exemples qui ont été évoqués. Alors, il y a Maxime, par exemple. Maxime, il lit des comics sur son iPad, mais en fait, il a un vieil iPad qui commence à être un peu lent. Et donc, en fait, il a demandé à ChatGPT de lui faire des scripts Python. Il n'est pas développeur. Il de faire des scripts Python pour compresser les fichiers CBR de ses comics, de ses mangas. Et en fait, je trouve que c'est un usage très intéressant. C'est pas une révolution, mais ça permet de combattre quelque part l'obsolescence programmée de tous ces appareils. Donc, je trouve que c'est un usage qui est très intéressant et qui est uniquement propre à lui, évidemment. Claire, elle a une petite fille qui apprend la musique. Elle a vibe codé une petite application qui permet à sa fille de lire plus facilement et d'apprendre à lire des partitions de musique.
Je suis nul en musique, je pourrais pas très bien vous expliquer comment ça marche, mais en tout cas, c'est aussi quelque chose que je trouve intéressant. Puis on a Jean-Marc. Jean-Marc, il est consultant en automatisation. Et Jean-Marc, en fait, il fait un petit outil de ticketing pour travailler avec ses clients, pour gérer le suivi de ses projets. Alors, bon, vous pourriez me dire, il y en a plein, des outils de ticketing, Zendesk, Freshdesk, pourquoi il a réinventé la roue? En fait, peut-être qu'il n'avait pas envie de payer déjà. Peut-être qu'il voulait faire juste quelque chose qui était un petit peu adapté à son besoin. Il ne voulait pas faire une usine à gaz avec tous ces SaaS. Donc, vous voyez, il y a un pattern un peu commun dans ces projets, c'est d'essayer de résoudre des problèmes. Il n'y a pas besoin de business model, il n'y a pas de partie prenante, mais juste vous résolvez des vrais problèmes et éventuellement, pourquoi pas, vous prenez aussi du plaisir à faire ça. Je ne résiste pas à vous montrer encore quand même trois autres exemples. Lorraine, elle est, au mois de septembre, je crois, elle allait à la braderie de Lille. Et en fait, dans le train, elle a une idée. Elle s'est dit, est-ce que ce serait pas rigolo qu'avec mes amis, on fasse une petite chasse au trésor pour voir qui arriverait à trouver les objets les plus farfelus qu'il y a à la braderie de Lille. Et donc, comme Nicolas, elle est allée sur Lovable, sur son téléphone, et le temps du trajet, Paris-Lille, c'est pas très long en plus, hein, elle a eu le temps de faire une petite application. Vous pouvez voir vite fait là, des captures. Et en fait, ils se sont éclatés avec ses amis tout le week-end à essayer de trouver des objets. Et puis, ils ont fait un leaderboard et ils ont vu ceux qui avaient trouvé le plus d'objets. Moi aussi, je me suis bien éclaté il y a 1 an et demi. Je me suis éclaté en vélo sur une barrière un soir. Et donc, j'ai eu le bras en écharpe pendant 6 semaines. Et donc, je travaille sur un ordinateur toute la journée, comme probablement un bon nombre d'entre vous. Et donc, c'était très handicapant, c'était mon bras droit en plus. Et donc, je me suis vibe-codé une petite application de transcription vocale. Moi, je suis sur Linux. Alors, c'est pas mon ordi, là, vous avez peut-être vu tout à l'heure. Je ne peux pas utiliser Super Whisper, etc., tous ces outils qu'il y a. Maintenant, il y en a qui sont sortis, mais à l'époque, et ça m'a bien aidé, pareil, à pouvoir travailler avec la voix, utiliser les IA de transcription plus facilement. Et puis, Carole, elle travaille dans une société qui s'appelle Énergie de Loire. En fait, avec ses collègues, ils avaient un petit problème. C'est-à-dire qu'ils utilisent des formulaires pour travailler avec leurs clients. Et en fait, l'export qu'ils avaient de leur outil de formulaire ne leur convenait pas, pour différentes raisons. Les colonnes n'étaient pas au bon endroit, etc. Donc ça leur faisait du travail manuel à chaque fois de déplacer. Et donc en fait, elle a fait un petit outil. Elle a fait avec Claude, je crois, ou ChatGPT, enfin même pas un outil vraiment de web coding. Un petit outil, c'est juste un fichier HTML qui télécharge. Elle l'a envoyé à ses collègues par mail. Sur ce fichier HTML, en fait, il y a un petit bouton, ils uploadent en local le fichier CSV de leur export. Et puis ça va manipuler toutes les données, puis ils ont tout comme ça, comme ils l'attendent. Pas de problème de sécurité, il n'y a rien, c'est tout en local. C'est vraiment hyper efficace. Voilà, ça c'est vraiment le genre de choses. Et puis un dernier exemple, ça j'ai ajouté la slide ce matin après avoir pris ma douche. Bruno, je l'ai croisé hier à une conférence à Paris. En fait, il me disait, ouais, c'est super, là, depuis que tu m'as parlé de vibe coding et tout, en fait, je suis allé, j'ai testé. Il était très réticent d'ailleurs au début, il n'avait pas du tout l'idée. Il dit, ouais, j'ai fait un Secret Santa, donc peut-être ça inspirera certains d'entre vous. Je pense qu'on a besoin en ce moment de faire des choses un peu joyeuses avec des amis. Donc voilà, vous pouvez faire un Secret Santa si vous voulez faire une petite application. Et en fait, il y a un truc quand même qui est intéressant là-dedans, au-delà de l'anecdote, et que c'est bientôt Noël. C'est qu'en fait, faire un Secret Santa, par exemple, avec des outils no-code traditionnels, si vous n'êtes pas dev, en fait, c'est pas évident. Je ne sais pas si certains d'entre vous utilisent des outils no-code. En fait, c'est pas évident parce qu'il y a un tout petit algo à un moment qui est l'assignation des gens à qui vous voulez donner vos cadeaux. En fait, c'est quelque chose qui est vraiment trivial à faire avec un outil de vibe coding, mais qui est un peu compliqué à faire en no-code. Donc, je trouve que c'est un bon exemple aussi, encore une fois, de ces usages. Allez, j'arrête avec ces exemples. Concrètement, comment on fait tout ça? Eh bien, on utilise des outils de génération de code. Là, vous voyez une capture d'écran, par exemple, d'un outil qui s'appelle Lovable. Donc Lovable, en fait, de toute façon, ils se ressemblent tous. Globalement, vous avez un panneau à droite ou à gauche, celui où vous allez avoir la conversation avec l'agent qui fait le développement. Et puis à droite, vous allez avoir un feedback visuel de ce que l'agent a fait. Donc vous allez dire, je veux une petite application pour apprendre à lire les notes de musique. Lui, il va mouliner un peu, il va travailler, et puis Lovable, il va vous montrer le résultat de l'exécution du code qu'il a généré. Donc une petite application, c'est un autre exemple. Si vous utilisez des outils un peu plus avancés comme Cursor, etc., là vous allez avoir le code qui va s'afficher, moins accessible. Je vais vous montrer après un petit peu, revenir là-dessus. Mais un truc qui est important de comprendre avec ces outils, c'est que évidemment quand vous dites je veux un outil de ticketing, il va prendre cette demande et il va l'envoyer à un LLM. C'est des LLM qui vont générer le code. Mais au passage, ils ajoutent de l'ingénierie. En fait, ces outils, ils apportent quelque chose. Ils permettent de repousser un petit peu les limites des LLM. Et donc, ils vont ajouter de la documentation, des master prompts, ils vont ajouter des parties pris techniques que vous n'aurez pas forcément à vous à faire, parce que peut-être que vous ne savez pas les faire de toute façon. Ils vont connecter des serveurs MCP, bref. Ils ajoutent quelque chose
ils font la communication avec le LLM. Souvent, ils vont faire plusieurs allers-retours avec les LLM. Et puis ensuite, ils vont vous donner ce qu'ils ont fait. Et ensuite, vous allez itérer. Et franchement, il en sort tous les 4 matins, hein, des outils de vibe coding. Vraiment, j'ai arrêté de les tester, de les compter. Mais j'ai essayé quand même un peu de les catégoriser, quoi. Et donc, voilà, du plus au moins accessible. Les outils les plus accessibles, c'est juste d'aller dans Claude, dans ChatGPT, que vous utilisez probablement quotidiennement, j'imagine. Et voilà, vous demandez ce que vous voulez, il va vous le faire. Et puis, alors, c'est des applications qui sont limitées, qui ne vont pas avoir de back-end, mais ça peut être déjà quand même des choses qui peuvent rendre service. Ensuite, bon, moi, ma catégorie préférée, c'est celle qui est dans la lignée vraiment des outils no-code, c'est la catégorie cloud. C'est que vous n'avez rien à installer. Donc, Lovable, par exemple, il y en a d'autres, un Bolt qui était le premier à lancer un petit peu cette révolution. Vous n'avez rien à installer sur votre ordi, vous allez sur un site web, comme les outils no-code. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, si vous ne savez pas installer Node.js ou je ne sais quoi sur votre ordi, voilà, ils s'en occupent pour vous. L'environnement de développement, le contexte d'exécution, tout ça va être pris en charge. Et puis ensuite, il y a des outils plus avancés dans lesquels je ne vais pas trop rentrer, qui s'adressent plutôt à des développeurs, mais que vous pouvez éventuellement utiliser même si vous n'êtes pas technique. Notamment donc, les IDE, c'est les environnements de développement des développeurs qui deviennent maintenant un petit peu agrémentés d'IA. Cursor étant le plus connu, c'est un peu l'outil qui a lancé un petit peu cette trend du vibe coding, et c'est celui qui est mentionné d'ailleurs par Andrei Karpathy, qui est en fait un fork, donc qui est parti du code originel de VS Code, qui est un environnement de développement qui est très utilisé par les développeurs et dans lesquels ils ont ajouté de l'IA, toutes les choses que je mentionnais avant. Puis après, il y a des outils en ligne de commande, des agents autonomes, etc. Là, ça commence à vraiment s'adresser à des développeurs, même si Claude Code, par exemple, est très à la mode, évidemment. À vous de voir ensuite jusqu'où vous voulez aller. Alors, évidemment, des gens non techniques, des néophytes qui utilisent des outils de génération de code, ça pose plein de problèmes. Il y a voilà, quelques-uns de ces nombreux problèmes, parce qu'il faut parler de ça, évidemment, de ses limites, les problèmes de sécurité, ça c'est sûr. Un outil, vous le savez, les LLM hallucinent, ça je vais rien apprendre à personne, de moins en moins peut-être, mais quand même encore beaucoup. Quand ils écrivent du code, ils hallucinent aussi. Ça ouvre en fait plein de problèmes de sécurité, notamment des injections de dépendance, des choses comme ça. Donc voilà, il y a plein de problèmes. Ils peuvent aussi exposer vos données, ils peuvent mal sécuriser vos données. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. De toute façon, beaucoup de gens qui sont là pour vous le rappeler, puis il y a plein d'histoires catastrophiques qui sont là aussi pour le rappeler. Il y a aussi des problèmes juste d'erreur, des bugs de la logique qui est cassée. Soit le LLM a mal compris ce que vous voulez faire, mais vous n'allez pas forcément vous en rendre compte tout de suite. Peut-être que ça va être des cas limites, un petit peu cachés dans un coin du code, un peu insidieux, dont vous vous rendrez compte seulement quand vos utilisateurs ils seront confrontés. Donc ça, il faut aussi l'avoir en tête. Et puis il y a des problèmes d'architecture, un peu comme des développeurs juniors. Hein, les LLM, ils écrivent quand même un peu du code spaghetti. Il y a plein de problèmes de maintenabilité. En fait, les LLM, ils ont globalement, en tout cas les outils de génération de code, ils ont des problèmes avec les gros bases de code. Et donc en fait, plus vous allez itérer sur votre projet, plus il va y avoir du code, plus vous risquez que votre LLM il duplique du code, par exemple, ce qui est absolument une très mauvaise pratique, hein, tous les développeurs le savent. Sauf que vous, si vous n'êtes pas technique, vous n'allez pas le voir, vous ne lisez pas le code. Et donc en fait, votre LLM, il va dupliquer du code des fois, il va oublier de relire, il va oublier d'effacer des vieilles fonctions, des choses comme ça. Donc en fait, il va lui-même s'encombrer et un peu commencer à se perdre petit à petit. Petit à petit, il va de plus en plus loin. Il y a un an et demi, au bout de 5 itérations, il était perdu quasiment. Maintenant, il commence à devenir plus puissant, mais c'est une vérité absolue aujourd'hui, je ne vais pas le nier. Plus vous allez travailler sur un projet, plus il va être gros, plus vous aurez de la dette technique. C'est vrai aussi avec des mauvais développeurs d'ailleurs, mais bon, c'est pas une fatalité. Et donc en fait, tout ça amène plein de problèmes de performance, de passage à l'échelle. Je vais être très honnête, moi je considère qu'aujourd'hui, tous ces outils, si on n'est pas technique, si on n'a pas un background technique, ils permettent principalement de faire des petites choses comme je vous ai montré juste avant, faire des prototypes, de faire des MVP éventuellement, comme on dit. Mais si vous voulez faire une application RH de gestion de la paye d'un groupe du CAC 40, allez voir des développeurs professionnels, allez voir les équipes de Vincent chez Palo IT, parce que ce n'est pas fait pour ça, en tout cas encore aujourd'hui. Ça a fait dire d'ailleurs à Linus Torvald, il y a eu une conférence il n'y a pas très longtemps. Linus Torvald, c'est le créateur de Linux, évidemment. Et il disait, en fait, il a dit, c'était il y a quelques semaines, hein, donc voilà, le vibe coding c'est génial pour avoir que les gens soient un petit peu intéressés par la programmation, pour faire des petits projets personnels, mais ça serait une très mauvaise idée pour le noyau de Linux. Si vous avez des projets avec des enjeux, le noyau de Linux est un projet qui a un enjeu
exceptionnel. Je ne sais pas à quel point vous le réalisez. 90% des machines, je crois, qui fournissent Internet, sur lequel nos vies numériques reposent, tournent sous Linux, tournent sur ce noyau. Et donc, on dépend en réalité énormément de ces millions, je crois, de lignes de code. Et donc, évidemment, on ne souhaite pas forcément que ces outils, enfin, qu'ils utilisent des outils de vibe coding, en tout cas aujourd'hui. Et c'est ce qu'ils disaient un petit peu dans cette conférence, qui était très intéressante par ailleurs. Parce que vraiment, il y en a plein, hein, des histoires d'horreur. C'était Halloween il n'y a pas longtemps. Il y a quelqu'un qui a eu sa base de données, il utilisait Replit, qui est un outil qui est très populaire aussi, notamment aux États-Unis. Il a eu sa base de données qui a été effacée, la base de données de production. L'agent l'a effacée, en fait, malgré qu'en plus, dans la conversation, il essayait de lui dire de ne pas le faire, etc. Le dirigeant de Replit a dû s'excuser publiquement et tout. Enfin, c'était vraiment terrible. Ça arrive, ça peut arriver probablement encore demain. Il y a une autre histoire aussi qui était assez catastrophique. C'est une plateforme qui, à l'origine, était prévue pour permettre aux femmes, en fait, d'avoir un système un peu de référence, etc., pour utiliser les applications de dating de manière un petit peu plus sécurisée. C'est une application qui a été vibe-codée par quelqu'un dont probablement l'intention était très bonne, sauf qu'en fait, ça a été vibe-codé, mal sécurisé et exploité par des attaquants qui ont publié toutes les données et donc rendu encore plus vulnérables ces personnes qui avaient mis toutes leurs informations sur cette plateforme. Donc voilà, évidemment, vraiment, j'insiste encore là-dessus, il y a énormément de limites à tout ce que je suis en train de vous dire. Mais toutes ces limites, c'est aujourd'hui. Alors ça, j'ai oublié une slide, pardon. Donc ça, c'est d'ailleurs, il y a sur LinkedIn, il y a évidemment plein de gens qui se moquent un petit peu du vibe coding. Il y a plein de gens maintenant dont le métier, c'est les vibe coding cleanup specialists, voilà, qui peuvent passer derrière vos outils, vous aider à les sécuriser. Pourquoi pas? Franchement, c'est bien, ça crée des métiers. On dit que l'IA va détruire des métiers, mais vous voyez, ça en crée aussi. Donc, voilà. Mais tout ça, c'est à un instant T. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'il faut remettre tout ça dans le contexte en fait, c'est une histoire très très jeune dont on est en train de parler. Les débuts de tout ça, c'est en 2021, c'est avant ChatGPT en réalité. Il y a eu un premier sorte de LLM qui s'appelle GitHub Copilot, que les développeurs connaissent probablement. GitHub Copilot, donc, qui a été entraîné sur tout le code qui est disponible libre dans GitHub, qui faisait de la complétion de code principalement. Il ne fallait pas tout écrire à votre place, mais au moins il pouvait compléter, écrire des fonctions et tout. Donc déjà, certains développeurs commençaient à pouvoir se saisir. Bon, évidemment, notre histoire elle commence vraiment le 30 novembre 2022, cette date qu'on doit tous probablement avoir en tête maintenant, l'arrivée de ChatGPT. ChatGPT, très franchement, quand il est sorti, il ne savait pas vraiment écrire du code. GPT-4, donc là on arrive après 2 ans, mars 2023, même pas 2 ans. Non, si, plus que 2 ans, bref, je suis un peu fatigué. GPT-4, il commence à être pas mal, niveau code. Mais le modèle vraiment qui a lancé un peu tout ce mouvement du web coding et qui a fait comprendre aux gens qu'on pouvait faire des applications du logiciel, c'est Claude Sonnet 3.5. Et donc Claude Sonnet 3.5, il y a de juin 2024. Vous voyez, pas si longtemps. Et puis à partir de là, donc les modèles se sont enchaînés évidemment, mais il y a aussi donc les outils qui sont apparus. Cursor, qui est sorti à l'été 2024, donc un peu dans la foulée de Claude Sonnet. Il travaillait déjà un peu dessus, mais première version, c'est même pas la version 1.0, hein, c'était une version bêta qui est sortie sur Product Hunt, qui a fait sensation, évidemment. Et après, il y a eu Bolt, donc, qui, lui, donc Cursor, quand même, fallait l'installer et tout, c'est un peu compliqué. Bolt, ils ont mis tout ça dans le cloud, et là, ça commençait à devenir vraiment accessible. Et donc, Bolt, c'est il y a un tout petit peu plus d'1 an. J'ai vibe-codé une petite application, en fait, en utilisant des données qui sont sur un benchmark. En fait, c'est la courbe de progression des modèles de chez Anthropic, de certains modèles, hein, pas tous, mais donc les modèles un peu top tier. Donc la première courbe, donc ce que je vous disais, le premier modèle, hein, le Claude Sonnet 3.5, sur ce benchmark Agentic Coding, il a 15 sur 100. Donc voilà, on commence là. Ça commence déjà à être intéressant. Et puis les modèles, ils progressent jusqu'à le tout dernier modèle qui est sorti il n'y a pas très longtemps, le Claude Opus 4.5, qui est très impressionnant pour la génération de code, il n'arrive pas très loin des 70 sur 100 sur ce benchmark. Et donc vous voyez, c'est à peu près 17 mois, donc 1 an et demi, la courbe de progression des LLM est phénoménale. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que ce n'est pas juste les LLM, c'est aussi les outils qui vont les encapsuler, en quelque sorte, qui vont construire une couche par-dessus. Et donc là, la ligne que vous voyez en bas, c'est les versions de Cursor. Et donc vous voyez, à chaque nouvelle version, évidemment, alors on ne peut pas le quantifier vraiment, mais donc je l'ai mis sur une ligne, mais chaque nouvelle version apporte des progrès. Et donc en fait, la conjonction des deux, entre le LLM et l'outil, permet évidemment d'aller toujours plus loin et de repousser les limites, tous les problèmes que je vous mentionnais un petit peu plus tôt.
Il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'en fait, tout ce que je viens de vous dire, là, tous les limites, la progression, etc., en fait, c'est quelque chose dont je parle depuis très longtemps dans l'écosystème no-code. Et donc, j'aimerais revenir à New York, un autre voyage dans le temps, à revenir à New York en 2012, et vous parler très rapidement de Josh et Emmanuel, que vous voyez en photo ici. C'est les fondateurs de Bubble. Je ne sais pas si vous connaissez Bubble, c'est un outil de programmation visuelle. Donc on sort du vibe coding, à cette époque, il n'y a pas encore d'IA. Mais en fait, ils ont une vision. Et vraiment, je trouve que c'est vraiment des gens qui sont visionnaires. En fait, ils ont cette volonté d'abaisser la barrière technique parce qu'ils trouvent que c'est injuste, en quelque sorte, que tout le monde ne puisse pas produire des applications, du logiciel. Et donc, ils se disent, bah non, on va le faire. Mais à l'époque, l'idée pour abaisser cette barrière technique, c'est l'UX, c'est la programmation visuelle. Donc, c'est de proposer des interfaces visuelles, du drag and drop, des copier, du glisser-déposer, comme on dit, qui va permettre à des gens qui ne savent pas lire et écrire de code de produire du logiciel. Vous voyez, là, ça c'est une capture d'écran au début, donc ça se passe comme vous l'imaginez, comme dans PowerPoint, quoi. Vous mettez des boutons, des trucs, et puis ça. Moi, je l'ai testé pour la première fois en 2015 dans la société où je travaillais avant, qui s'appelle Simplon, qui est une école de code. J'ai rencontré mon associé actuel, Erwan, c'était un des fondateurs de Simplon. Et il nous a montré ça. En fait, lui, surveillait ça. Moi, à l'époque, je gérais une équipe technique. Je ne vais pas vous mentir, j'ai pas du tout été impressionné. Franchement, déjà, on ne pouvait pas faire grand-chose avec. Plein de problèmes de scalabilité, de problèmes de sécurité, toutes ces choses-là. Donc, tout ce que je vous disais avant était complètement applicable. Ça, c'était en 2015. En 2019, on s'est remis les mains dedans parce qu'en 2019, on a lancé une société qui s'appelle Contournement. On fait des formations. Et au début, on faisait notamment des formations à Bubble pour accompagner des gens qui lançaient des projets. Et on leur disait, vous allez voir, Bubble, c'est vachement bien, mais c'est bien pour faire votre MVP. C'est bien pour faire des petits projets, parce qu'il y a des limites. Si votre projet se passe bien, bah, vous devrez aller voir des développeurs. Donc un peu ce que je vous disais juste avant avec le vibe coding. En 2025, on ne peut plus dire ça. Ça a été prouvé à de nombreuses reprises que Bubble pouvait scaler, parce qu'ils ont fait énormément de travail. Il y a de nombreuses sociétés qui ont lancé des projets, qui ont levé beaucoup d'argent. Là, vous voyez, il y a quelques stats qui viennent de leur page, de la page à propos là, de Bubble. Il y a des milliards de dollars qui ont été levés grâce à des produits qui ont été lancés avec Bubble. Donc, clairement, ça passe à l'échelle. Et donc, je pense que de la même manière, les outils de vibe coding, et ça ne veut pas dire que ça va remplacer les développeurs, c'est un autre débat, mais ces outils vont progresser probablement beaucoup plus vite. On l'a vu dans les 3 dernières années, franchement, l'accélération est un peu folle. On n'arrive pas à se projeter à 3 mois. Même si peut-être que là, on commence à atteindre une forme de plateau avec les LLM, mais encore une fois, il n'y a pas que les LLM, il y a aussi les outils, l'ingénierie qui va autour, qui permet de repousser les limites. Et puis, il y a un autre truc qui permet de repousser les limites, c'est les compétences des vibe codeurs et des vibe codeuses. Un petit peu à la manière de Basquiat. En fait, Basquiat, il n'a pas fait d'études, il n'a pas fait les beaux-arts, etc. Par contre, depuis l'âge de 6 ans, en fait, il allait tous les week-ends, à peu près, en tout cas, c'est peut-être un peu la légende, mais au Brooklyn Museum. Et en fait, il s'est imprégné, inspiré. En fait, il a construit une culture artistique très forte parce qu'il allait tout le temps s'inspirer des grands maîtres de l'art moderne. Et tout ça a infusé, en fait. Et de la même manière, vous n'avez pas besoin de faire une école d'ingénieur pour progresser vraiment là-dedans. Sauf si vous devez devenir développeur, ça c'est autre chose. Si vous voulez faire du code assisté par IA, si vous voulez être développeur, si vous voulez, ça c'est un très beau métier, je l'ai fait pendant longtemps. Mais c'est autre chose. Là, moi, je vous parle, si vous n'êtes pas technique, de construire une culture technique qui va vous aider à mieux utiliser les LLM, à mieux utiliser les outils de génération de code. Alors, il y a plein de choses là-dedans, des sujets d'architecture, etc., qu'il faut un petit peu apprivoiser. En fait, ça, c'est un petit peu la dualité autour de laquelle je tourne depuis un moment. Ça, c'est une petite image que j'ai prise d'un blog que je trouve super intéressant qui s'appelle Pragmatic Engineer. C'est un développeur qui fait un blog et en fait, il a fait un article où il explique bien la différence entre le vibe coding et le code assisté par IA. Alors, évidemment, c'est un développeur, donc il est un peu taquin à l'égard des vibe codeurs, donc il nous appelle Continue Monkey. Donc, c'est vrai que c'est effectivement, si vous faites que appuyer sur Continue, Continue et que vous ne vous posez pas de questions, c'est un peu vrai. Donc, c'est ce côté un peu YOLO. Voilà. Moi, je pense qu'il y a une troisième voie, en fait, un petit peu au milieu, ce que j'appelle le vibe coding éclairé. J'ai essayé un peu, je travaille là-dessus depuis plusieurs mois, j'ai essayé de faire une espèce de roadmap qui a beaucoup de choses dedans. Ça ne veut pas dire que vous devez maîtriser tous ces sujets. Vous pouvez aller voir avec le QR code, évidemment, à la fin, je vous donnerai les slides, encore une fois. Vous ne devez pas maîtriser tous ces sujets, mais vous devez savoir que ça existe. Parce que sinon, si vous n'êtes pas technique, que vous ne savez pas qu'il y a des sujets, que si vous ne comprenez pas comment fonctionne Internet, des choses un peu de base, qui je pense aussi peuvent intéresser de toute façon tout le monde, c'est le monde dans lequel on vit, qui est vraiment numérique, eh bien, vous n'arriverez pas à bien utiliser ces outils. C'est une évidence. Donc voilà,
Donc je travaille autour de ça encore, à essayer de rassembler des ressources, parce que ce que j'ai constaté aussi, c'est qu'évidemment, toutes ces notions qui sont là, il y a du contenu qui existe, parce qu'il y a des choses, c'est des sujets qui sont là depuis les années 90, 2000, il y a donc énormément de contenu qui existe. Le tout, c'est de trouver les bonnes ressources et de les assembler, d'en faire un parcours un peu. Voilà, c'est ce sur quoi je travaille actuellement. On a encore un peu de temps, je sais pas, j'ai pas fait. Regardez, bon, on a encore un petit peu de temps, donc je vais vous donner un petit peu proposer un peu de méthodologie. Je donne un petit peu à mes élèves. Donc je disais, hein, il y a cette notion de culture technique, donc ça c'est les prérequis, on va dire, avant que vous mettiez les mains dans ces outils de vibe coding. En fait, vous allez comprendre un petit peu comment fonctionne l'Internet moderne. Et puis ensuite, il y a de la méthodologie pour bien les utiliser. Et notamment, ce qui est très important, c'est de se dire qu'on ne va jamais enlever l'humain de tout ça. Évidemment, l'IA n'est pas là pour nous remplacer. Je ne crois pas que ce soit souhaitable. Et je ne crois vraiment pas que de toute façon, elles en aient la capacité. Mais donc, moi, je vois trop de gens qui se jettent dans les outils. Ça, je le vois déjà dans l'écosystème no-code depuis toujours. Les no-codeurs, les no-codeuses adorent les outils, adorent se jeter dedans, adorent faire des trucs bidouillés et tout. En fait, il ne faut pas enlever cette phase de réflexion. Et c'est pareil avec le vibe coding, même si ces outils sont très intelligents. Et donc, quand vous démarrez un projet, alors déjà, la première question, c'est est-ce que vous comprenez bien le projet, le problème que vous essayez de résoudre? Si la réponse est non, allez voir quelqu'un qui comprend mieux. Si la réponse est oui, c'est un problème que vous avez ou que vous voulez. Eh bien, passez un moment seul à essayer de préparer. Préparer, ça veut dire faire des schémas sur un bout de papier, dans un outil comme Whimsical, ce que vous voulez. Assemblez vos idées, réfléchissez, faites preuve de réflexion, de discernement. Et ça, éventuellement, ça vous permet de faire ce que l'on appelle dans les méthodologies un peu UX et product, les user stories, etc. Mais à la limite, ça c'est un peu annexe. Le plus important, c'est que vous ayez fait un peu des schémas, que vous ayez mis vos idées sur papier. Ensuite, là, vous allez pouvoir commencer à travailler avec de l'IA. Là, ça peut commencer à être intéressant d'aller voir ChatGPT ou Claude et lui dire voilà ma réflexion, voilà le problème que j'essaie de résoudre. Est-ce que tu peux me faire un PRD? PRD, c'est un document, c'est Product Requirement Document. En fait, ça va être une synthèse de tout ce qu'il y a à faire dans le projet de développement. Et ça, pour le coup, c'est très chiant à faire. Ils sont très bons pour le faire. Mais ils sont très bons si vous avez vous-même eu une réflexion et que vous leur avez donné beaucoup d'informations, beaucoup de contexte, comme on dit. Ce mot, évidemment, est très important aujourd'hui. Donc tout ça, ça va vous donner des informations. Et ensuite, il va y avoir une phase un peu intermédiaire avant d'aller dans les outils quand même de réflexion que vous pouvez avoir avec une IA. Parce que si vous n'êtes pas technique, vous n'allez pas forcément avoir toute l'information, mais c'est d'architecture technique. Architecture technique, alors il y a plein de niveaux dans l'architecture technique, mais on va dire un peu à grosse maille, c'est-à-dire de savoir quels sont les technos que vous allez vouloir utiliser, quels sont les services peut-être, les services tiers. Est-ce que, je ne sais pas, dans votre appli, vous voulez afficher la météo? C'est quoi les API qui existent pour afficher la météo? Toutes ces choses-là, se renseigner. Ça, vous pouvez le faire en ping-pong avec une IA. Bon, on ne sait pas tout, hein. Ou alors vous pouvez aller faire des recherches aussi traditionnelles sur Google, ça marche toujours. Donc voilà, et ça, vous allez avoir ces documents. Et là, en fait, une fois que vous aurez ça, vous aurez un petit peu tout l'ensemble pour pouvoir aller enfin dans un outil de vibe coding, dans Lovable, dans ce que vous voulez, dans Cursor. Et là, vous allez pouvoir commencer à travailler. Vous allez lui donner tout ça, vous lui donnez tout. Ce qui est intéressant, c'est de lui dire quand même de faire des lots. Ça, c'est déjà au moment où vous faites vos PRD. Et de vous rendre la main entre les lots, qu'il n'essaye pas de tout faire en un bloc, mais qu'il fasse, voilà, d'abord, ok, je fais le système de connexion, puis je fais la landing page. À chaque fois, vous retestez, vous reprenez la main, et puis vous itérez comme ça. Donc ça, c'est la phase de développement. Vous voyez, donc il y a une espèce de boucle. C'est l'IA qui va faire le dev. Et vous, votre rôle, encore une fois, si vous êtes dans une posture vibe coding, c'est de tester. En fait, c'est pas du tout aussi simple qu'on pense de tester. Il faut arriver à bien tester, bien tout tester, toute l'application, refaire tout le temps. C'est hyper chiant. Parce qu'en fait, si vous ne retestez pas tout bien, en fait, vous allez laisser des bugs dans un coin. Pas que vous aurez introduit, mais que l'IA aura introduit peut-être, malheureusement. Ça, c'est inévitable. Voilà, et c'est une boucle comme ça, d'interaction entre l'humain et l'IA. Et ça va peut-être vous amener à avoir des résultats satisfaisants. Et à la fin, vous allez pouvoir mettre en production. Ça, c'est encore un domaine un peu technique, mais il existe aussi plein de solutions très simples. Les outils maintenant de vibe coding se connectent directement avec des services comme Netlify, comme Vercel pour vous simplifier la vie. Donc voilà, ça peut être plus technique, mais encore une fois, vous êtes probablement dans un projet à une échelle qui est réduite. Vous n'aurez pas des problèmes d'avoir des millions d'utilisateurs concurrents, etc. Donc c'est tout à fait accessible. Pour conclure un petit peu, j'ai fait ça il y a quelques jours, d'essayer de catégoriser un peu qu'est-ce qui est OK. C'est une question qu'on me pose souvent
et on pourra en parler après si on a le temps un peu pour des questions. Qu'est-ce qui est OK de vibe coder, qu'est-ce qui est pas OK, qu'est-ce qui est moyen OK. Bon, c'est des exemples, hein, mais en fait, moi je pense que ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui de vibe coder, c'est tout ce qui est front-end. En fait, on peut faire beaucoup de choses purement front-end, on peut faire des petits simulateurs, on peut faire des petits outils. Souvenez-vous de l'exemple de Carole où c'est juste un petit fichier HTML qu'elle a sur son ordi, comme un petit logiciel en fait. Faire des landing pages, bon ça moi je trouve ça absolument génial parce que je suis nul en design, je suis nul en copywriting, donc ça m'aide énormément, même si dans un monde idéal je préférerais travailler avec des designers et des copywriters, mais on n'a pas toujours le temps, on n'a pas toujours les besoins aussi. Voilà, des quiz, des petites PWA, des choses comme ça, enfin vraiment plein de trucs intéressants. Des jeux aussi, c'est un truc où c'est assez impressionnant d'utiliser des outils de vibe coding. Des serious games, moi j'utilise pas mal ça dans mes formations, j'ai vibe codé toutes mes plateformes de formation. Après, il y a une zone orange qui est dès que vous commencez à avoir un back-end, donc une base de données centralisée. Là, ça va dépendre en fait des données que vous allez stocker. C'est un peu la question d'ailleurs qu'on se pose avec le RGPD et tout. Et c'est là où, franchement, si vous avez des données sensibles, je vous conseille d'éviter le vibe coding, soyons honnêtes. Si c'est pour gérer les créneaux d'ouverture de la salle de sport, de l'assaut de volley, et un système de gestion des ballons et des matchs pour le week-end pour les enfants, pourquoi pas? Peu de risques. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que vous fassiez attention à la sécurité, mais c'est que les enjeux sont mesurés. Donc c'est là où on arrive dans la zone orange, où je pense que ça peut être OK, mais il faut se poser les bonnes questions. Quand j'ai publié ça sur LinkedIn, il y avait quelqu'un qui n'était pas du tout d'accord avec moi et qui disait c'est hyper grave, tous les brouteurs vont s'emparer des informations. Je ne sais plus quel exemple il a pris, la plateforme d'échange de prêts, enfin bref. Je sais pas, donc, mais bon, il a raison, il faut se poser les bonnes questions, mais je trouve que c'était un peu démesuré. Par contre, moi, ce que je mets personnellement, et encore une fois, ça dépend de tout le monde, hein, ce que je mets dans la zone rouge, c'est dès qu'il y a des transactions, dès qu'il y a des données sensibles, évidemment, dès qu'il y a des paiements, des choses comme ça, je pense qu'il vaut mieux faire attention. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est impossible d'un point de vue technique, c'est juste que si vous n'avez pas les compétences techniques d'aller revoir tout ce qui est fait, de tout tester bien, vous allez avoir des limites, vous allez avoir des problèmes potentiellement. Allez, il est temps de conclure. Donc finalement, en 2025, on a plein de manières de créer du logiciel. On a 3 au moins, de manière textuelle, classique, depuis les années 70, hein, vous tapez du texte si vous savez le faire. La manière visuelle, depuis les années 2010, on va dire à peu près, avec tout le mouvement no-code, et puis la manière conversationnelle. Donc comme on l'a vu, hein, vous demandez à des agents IA qui vont coder pour vous. Et puis, il y a aussi une forme d'hybridation qui se passe, qui est assez intéressante. Les outils no-code traditionnels, je vous parlais de Bubble tout à l'heure. Bubble maintenant intègre de l'IA, évidemment. Quand vous démarrez un projet Bubble, vous pouvez demander à l'IA, oui, je veux faire une application de ticketing, et il va vous faire toute la base du projet. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir modifier tout ça de manière visuelle. Et vous allez reposer sur des briques qui vont être quand même plus safe. Alors, ça a des limites aussi, mais sur l'infrastructure de Bubble, donc ça vous apporte certaines dimensions de sécurité. Ça marche pas hyper bien encore, pour être tout à fait honnête, même si j'aime beaucoup les gens de Bubble, mais ça va venir. Pareil pour WeWeb, un outil extrêmement populaire et intéressant de programmation visuelle. Ils ont introduit un agent IA qui permet de faire des blocs custom, qui permet de repousser les limites de ce que vous pouvez pas faire avant avec WeWeb, parce que tous les outils no-code, évidemment, ont des limites intrinsèques à ce que vous pouvez faire avec. Souvenez-vous du petit exemple du Secret Santa. De la même manière, de l'autre côté, les outils de vibe coding introduisent aussi des éléments de programmation visuelle. Dans Lovable, par exemple, si vous voulez juste modifier un texte, vous n'êtes pas obligé de demander à l'IA, ce qui est assez malin, ça économise des tokens, c'est bien aussi pour l'environnement. Donc et puis c'est juste plus efficace, ça n'a pas de sens de dire vas-y, corrige-moi tel mot. Donc vous allez, vous cliquez, ça fait apparaître, vous voulez mettre un mot en gras, etc. Donc ça c'est en mode visuel. De la même manière, un outil que j'aime bien qui s'appelle Zeit. Zeit, en fait, toute la partie logique de votre application, il va vous l'exposer sous la manière de workflow visuel. Pareil, ça marche pas hyper bien, et en fait dans les workflows visuels, il y a pas mal d'étapes où c'est juste du code, mais la vision est là, je trouve qu'elle est très intéressante, parce que je pense que vraiment à mi-chemin entre le code, le no-code, le vibe code, il y a un peu la vérité. Enfin, en tout cas, il y a une manière très efficace pour les gens non techniques de produire du logiciel. Et pourquoi c'est important? Pour terminer, parce que c'est important, je pense, vraiment, de démocratiser l'accès à la technologie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on ne peut pas attendre des GAFAM ou de la Startup Nation de résoudre tous nos problèmes, de résoudre des problèmes qu'on a concrètement autour de nous. Donc voilà, moi, là, c'est une petite photo de la No-Code Week, un événement que je co-organise où on est nombreux donc dans ce mouvement No-Code à participer, à échanger, à essayer de partager. Là, il y a des gens qui sont plus ou moins techniques qui partagent, et tout ça, ça fait avancer un petit peu ce mouvement no-code
dans lequel donc, la vision a toujours été de démocratiser l'accès à la technologie, de se réapproprier, on va dire, un peu les moyens de production numérique. Et le vibe coding est finalement une nouvelle manière de faire qui, pour moi, s'inclut complètement dans ce mouvement. Et donc voilà, je vous invite toutes et tous à essayer de un peu résoudre, faire des logiciels avec amour et avec soin pour des gens autour de vous. Merci. Voilà. Comme promis, les slides, si vous voulez, là, vous pouvez scanner ça. Vous pouvez sortir votre téléphone et vraiment prendre une photo de ça et vous aurez toute la présentation. Si je ne me suis pas trompé dans le QR code, mais normalement, ça va. Voilà, je fais beaucoup de contenu j'ai une chaîne YouTube, j'ai un Twitch, newsletter. J'ai pas tout mis parce que voilà, mais vous me retrouvez. Ajoutez-moi sur LinkedIn si vous voulez me contacter. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit, ça m'intéresse. Et est-ce qu'on a un peu de temps pour des questions? Ouais. On a 9 minutes, donc ça laisse le temps de continuer la discussion. Donc n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions? Là, au moins. Merci beaucoup. Je reviens sur la courbe d'augmentation de performance des outils IA. Comment est-ce qu'elle est mesurée, cette performance? Sur quels critères? Et est-ce qu'elle pourrait baisser à un moment ou à un autre? Alors, comment c'est mesuré? Donc, c'est des benchmarks. En fait, il y a beaucoup de benchmarks de comparaison. Je ne pourrais pas, pour être honnête, vraiment rentrer dans tous les détails parce que je ne sais pas exactement. Je n'ai pas tant que ça creusé la question. Il y en a plusieurs. Il y a LM Arena, en fait, qui, pour tester tous les modèles, les comparer les uns aux autres. Mais en tout cas, celui-là qui s'appelle, j'ai oublié déjà le nom, est assez reconnu. Donc voilà. Il y a une méthodologie, en général, ils font faire des exercices, en gros, de manière automatisée, et puis ils comparent les résultats. Est-ce que ça peut s'inverser? Je ne pense pas. Par contre, ce que je pense vraiment, c'est que ça va arrêter d'accélérer, quoi. Donc ça, mais on verra, et encore une fois, comme je le disais, hein, c'est un des 3 composants, on va dire, de l'équation, les LLM, qui sont le composant le plus important, quelque part, mais ensuite qui sera compensé par les 2 autres composants, les gens qui utilisent les outils et les outils eux-mêmes qui viennent ajouter de l'ingénierie. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? N'hésitez pas aussi si vous avez des choses, des applications, des problèmes à résoudre, vous demandez est-ce qu'on pourrait les vibe coder ou quoi. C'est l'occasion d'en parler. Oui. Bonjour. Donc si j'ai bien compris, vous proposez aussi des formations et donc vous pourriez accompagner des personnes qui seraient dans le vibe coding actuellement à apprendre à, par exemple, sécuriser une application créée en vibe coding à 100%. Alors moi, c'est pas ce que je propose moi comme service. C'est pas, pour l'instant, on n'en est pas forcément là. Moi, je me concentre plus sur la phase, on va dire, en amont. En fait, il y a 2 sujets, je pense, là-dedans, mais c'est important, c'est intéressant, c'est un truc auquel on réfléchit. D'abord, moi, j'attaque plus le côté, je pense qu'en développant une culture numérique et en utilisant bien les outils déjà, on va un peu plus loin. La question de la sécurité, elle est hyper importante. Mais en fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est que la question de la sécurité, c'est exactement la même que celle auxquelles sont confrontés des développeurs. Donc en fait, c'est les mêmes ressources, quelque part, que, je sais pas, des développeurs juniors qui se forment à devenir développeurs doivent apprendre. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui existent. Et moi, à la limite, ce qui m'intéresse, je pense, c'est d'essayer de voir dans tout ce qui existe, dans les ressources, trouver les bonnes pour les partager, mais pas forcément faire ça. Et encore une fois, sinon, une autre manière de faire, donc se former, c'est toujours une bonne idée, je pense. J'ai cofondé un organisme de formation, donc je ne vais pas vous dire le contraire. Je pense aussi ce qui est une bonne idée sur cette question on va dire de la finalisation d'un projet vibe codé, c'est de travailler aussi avec des experts. Alors, pas forcément là, sur LinkedIn, les vibe coding spécialistes, hein, mais des vrais développeurs qui peuvent auditer votre code, qui peuvent vous faire des ressources, qui peuvent vous faire des recommandations, parce que c'est ce qui ferait aussi. Il y a un truc aussi qu'il faut bien se dire, c'est qu'il y a beaucoup je vais être honnête, malheureusement, il y a beaucoup de mauvais développeurs. Il ne faut pas croire que tout ce que les développeurs font est bien sécurisé. Donc, il y a des gens qui sont des experts en sécurité, il y a des choses, il y a un cadre, il y a des frameworks de sécurité, etc., qui sont très bien documentés. Et un dernier truc, l'IA aussi, je pense, a un rôle à jouer là-dedans. Donc en fait, on peut avoir un agent, admettons Claude, qui va faire le développement de votre application. Vous avez tout intérêt, déjà c'est une première étape pas absolue, à utiliser un autre agent pour vérifier le code et faire un audit de sécurité. Ça marche très bien.
faites un projet avec Lovable, vous récupérez le code sur GitHub et vous l'ouvrez dans, je sais pas, Cursor avec GPT-5 et vous dites de faire un audit de sécurité. Et comme ça, en croisant aussi, on progresse. Donc voilà, il y a plusieurs pistes parce que je pense que c'est ce côté de formation que tu évoques. De toute façon, ça va être difficile de transmettre à un vibe coder, avec toutes les bonnes pratiques de sécurité, mais il y a une base qui peut permettre déjà de passer à l'étape suivante. Ok, merci. Bonjour, merci pour la conf. Il y a une dimension en fait que j'ai pas vue dans le vibe coding, c'est le TCO, le coût en fait. Aujourd'hui, on a des tokens qui tournent, faire tourner ces tokens, combien ça coûte votre application? Est-ce que le ROI fait partie de votre approche? On ne l'a pas du tout évoqué en vibe coding, mais à un moment, il va falloir aussi un temps humain qui a un coût et un temps de token à faire tourner. Il y a beaucoup de tâches qu'on peut encore faire à la main qui coûtent moins cher. C'est une très bonne question. J'avoue que ce n'est pas une question que j'ai beaucoup étudiée parce que alors la réponse un peu facile, c'est de se dire que je suis sûr que c'est moins cher que de payer des développeurs. Ce n'est pas forcément la bonne réponse. Et puis ça dépend à quelle étape. Comme je l'ai dit juste avant, hein, probablement que si vous êtes sur un projet qui a un enjeu intéressant, vous devrez à un moment faire intervenir des développeurs, et je pense que c'est souhaitable. Tout comme ça l'était aussi, la collaboration entre les no-codeurs et les développeurs a toujours été très pertinente. Par contre, c'est vrai que le coût des tokens est intéressant. Je le constate notamment donc je fais des petites cohortes c'est principalement pour les no-codeurs et no-codeuses pour pratiquer, prendre en main un petit peu ces outils de vibe coding. Et en fait, on voit bien que, notamment au début, quand on se forme, en fait, on gâche beaucoup de tokens. Des fois, c'est l'IA qui vous fait en gâcher, puis des fois, c'est soi-même, on n'a pas bien préparé. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose, j'avoue, c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, c'est difficile à mesurer. Il doit y avoir probablement un des moyens de mesurer ça. Mais j'avoue aussi que comme je me place plutôt pour des projets personnels, pas avec trop gros enjeux, le ROI et ces choses-là sont moins dans mon scope, mais c'est un bon point, c'est vrai. En tout cas, juste sur la partie token, il ne faut pas se dire par contre que tout ce que j'ai évoqué là est gratuit, et notamment au début, probablement qu'il y a un espèce de petit investissement et qu'il faut trouver raisonnable. Et c'est pour ça que, comme je le disais, hein, c'est bien d'utiliser ces choses-là pour faire des choses qui ont du sens. Parce qu'au-delà du prix, on n'oublie pas le coût évidemment en ressources environnementales, etc. Donc voilà, si on met tout ça côte à côte, il faut y penser, mais voilà. Désolé, j'ai pas vraiment une très bonne réponse, mais Merci à tous pour vos questions et surtout merci Alexis. Je Merci pense qu'on peut beaucoup. l'applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Merci.